Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue sur le grand forum spécial Parole d'auditeur avec Tarek Mami. Nous sommes mardi 15 février. Bonjour à tous. Bonjour Tarek. Bonjour Latifa, bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce mardi 15 février. Donc un GF spécial. Spécial pourquoi ? Parce que spécial Parole d'auditeur. Nous aurons peut-être la possibilité de donner un peu plus de temps pour les auditeurs. Et aujourd'hui m'accompagne comme chroniqueur notre ami Pierre-Henri. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Tarek Mami. Comment ça va ? Eh bien ça va plutôt bien, puis j'espère que les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2 vont très bien. Voilà, Heureux de vous retrouver. Voilà, un peu frisqué à Paris aujourd'hui ? Non, mais ça va, moi, ça va. Je suis tempéré, moi, donc je ne sens pas le froid parce que je commence à courir dès le matin. Ouais. Voilà, je vous invite d'ailleurs, Tarek, à faire de même. De quoi ? Faire quoi ? De courir le matin. De courir le matin. Et qui vous dit que moi je ne marche pas ? Moi je ne cours pas mais je marche. Eh bien voilà. Et la marche est un très très bon exercice. Alors je rappelle aux auditeurs... Latifa Loucham qui nous accompagne est réalisatrice de cette émission jusqu'à 17h30. Par la suite, Et on va essayer de lui laisser de la place. Comme réalisatrice ou comme permanente ? Ah ben, c'est elle qui décidera. Alors on va également donner la parole aux auditeurs avec le numéro 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 et notre invité du jour c'est Samira Benturki qui va rapprocher son Saïdi. micro un maximum d'elle et elle va se raccrocher. Et puis notre invitée donc Madame Samira Benturki Saïdi, elle va faire sursauter notre Pierre-Henri. Je vous dis pas parce qu'il va écouter des choses. Pourquoi donc ? Ah ben vous allez voir, vous allez vous retenir pendant quelques secondes ou quelques minutes et après vous allez partir dans des questions pratico-pratiques comme disent les jeunes pour dire ah bon, on verra bien. Alors on va découvrir des choses avec Samira Benturki Saïdi qui est chercheuse et écrivaine, auteure du livre L'Amérique arabe, musulmane et africaine avant 1492 et le livre Identité arabo-islamique des peuples et tribus indiennes d'Amérique. Bonjour Samira Benturki Saïdi. Bonjour Latifa. Alors en un mot, les Arabes auraient, les musulmans auraient été sur la terre d'Amérique du Nord. Pourquoi vous faites arabe et musulman ? Parce que ça parle de ça, parce que et justement c'est ce que je vous dis, il va sursauter et on a donc un cuisinier en chef de Madame Samira Benturki sur ces problématiques et donc c'est parti. Vous êtes chercheuse ? Oui. Vous êtes historienne ? Chercheuse en histoire, en totale indépendance et depuis 25 à 30 ans, je me suis penchée sur la présence d'une religion monothéiste sur le continent américain parce que je ne comprenais pas pourquoi Jésus, qui est l'avant-dernier prophète à avoir été envoyé à l'humanité, pour nous en tous les cas en tant que musulmans. Dans la version musulmane de l'histoire, oui. Voilà, c'était un prophète. Je ne comprenais pas pourquoi un prophète d'une telle importance n'aurait pas été connu des peuples d'Amérique. Et je ne comprenais pas non plus pourquoi Mohammed, qui est le sceau des prophètes et messagers, n'avait pas été également sur le continent américain et qui n'était pas connu des peuples d'Amérique. Et que c'est seulement en 1492 que les peuples d'Amérique ont été en contact avec les populations de l'Ancien Monde. Et ça veut dire pour moi que c'était 15 siècles de générations perdues, tout simplement. Pourquoi perdues ? Eh bien, perdu parce qu'ils n'avaient pas accès aux deux dernières révélations divines, c'est-à-dire l'évangile de Jésus et le Coran qui avait été... Dites-moi, ils ont vécu 15 siècles, pas mal, hein ? Non, mais bon, allez, je vous provoque. Je vais vous laisser développer, mais sans la révélation divine, on peut aussi vivre. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que la spiritualité n'est pas réservée aux seuls croyants.
Ah, La spiritualité n'est pas réservée aux seuls croyants, mais dans ma perspective, il était tout à fait incohérent que les peuples d'Amérique n'aient pas eu accès à l'évangile de Jésus et au Coran qui a été révélé à Mohammed. Alors, pour le dire simplement, on a commencé l'émission par la chute de l'émission, donc on va reprendre l'émission dans l'ordre, parce qu'avec Pierre-Henri, on a commencé par la conclusion avant de commencer à présenter. Ah bah je vais au direct. Ah oui, c'est plus simple. Hein. Ouais. C'est vrai que vous et moi, nous sommes d'une génération qui a évacué tous ces épluchures et tous ces... On passe directement à l'abstract. Oui. Le bouquin, il fait 480 pages. Donc, en 3 minutes, c'est difficile. Par contre, l'abstract, ça se lit en 3 minutes. Samira, bonjour. Bonjour Tarek. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Pour donc ce travail que vous faites, qui est votre passion. Alors certains disent, mais qu'est-ce qu'elle a été chercher les Arabes, les musulmans et les Africains en Amérique avant Monsieur Christophe Colomb? On nous aurait pas tout dit, on nous aurait menti sur l'histoire de l'humanité avant que l'Occident connaisse sa reconnaissance, parce qu'il y a un premier Occident avec la Grèce et Rome, et après il a été sommeillé comme le font les Arabes depuis justement 1492 à ce jour, et cette renaissance aurait, j'allais dire, fait le lien entre la chute de la Grèce et de Rome et directement la Renaissance. Qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à aller chercher cette problématique? Y avait-il eu connaissance par les tribus indiennes dans l'Amérique de l'époque, qui n'était pas l'Amérique, qui était l'Inde, pour celui qui l'a cherché? Quel est le premier grain, le premier grain positif, qui est venu à votre esprit pour dire je vais chercher de ce côté-là? Eh bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour moi, il était tout à fait inconcevable que les peuples d'Amérique n'aient pas eu accès à un message divin. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches. Et donc, la première chose que j'avais découverte lors de mes recherches, c'était la présence de la langue arabe en Amérique du Sud. La langue arabe? Oui, la langue arabe en Amérique du Sud. Comment vous avez identifié la présence de cette langue arabe en Amérique du Sud? Sur des vestiges, sur de la pierre, dans des textes, sur de la monnaie, sur quoi? Justement, je viendrai à la monnaie par la suite, mais ce sont des chercheurs qui avaient été envoyés à la base par l'Église, par le Vatican, par l'Église catholique, afin d'effectuer des recherches. Après 1492. Après 1492, bien entendu. Et l'une des premières choses qu'ils ont découvertes, donc ça a été également la présence de la langue arabe. Et dès qu'ils commençaient à déterrer, à dépoussiérer un peu ce qui se trouvait sur les sites archéologiques et au sein des grandes cités, parce qu'il y avait des grandes cités en Amérique, c'était pas la jungle comme on aimerait bien nous le faire croire. C'était il n'y avait pas des jungles et des sauvages. Il n'y avait pas uniquement. Il n'y avait pas uniquement, on va dire, des sauvages. Il y avait des civilisations qui étaient extrêmement développées. On connaît beaucoup. On a beaucoup parlé de l'Aztèque, de la civilisation aztèque, mais pas de ce côté que vous défrichez et que vous mettez au grand public. On peut rappeler d'abord, pour commencer, quelques-uns de vos titres de livres, de manière à ce que les auditeurs de France Maghreb, tout en vous écoutant, visitent Hajj Google, qui va leur donner la une des livres et quelques-uns de vos résumés de vos travaux. Alors, le premier livre que j'ai écrit principalement sur ce sujet-là, c'est l'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique. Je précise bien 2 peuples et non pas des peuples, parce qu'il y a certains peuples et certaines tribus qui étaient donc d'origine arabe ou de confession musulmane Et il y en a également, il y en a eu plusieurs autres depuis. Le dernier en date est celui qui a été préfacé par le docteur Robert Dixon Crane et dont le titre est l'Amérique arabe, musulmane et noire africaine avant 1492. Une équation mathématique avec un énorme point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est tout à fait non seulement plausible, mais c'est carrément une équation mathématique. Donc c'est une possibilité qui s'offre aux lecteurs par le biais de diverses disciplines qui ont été donc étudiées et qui prouvent par A plus B que les peuples les peuples tels que les peuples africains, noirs africains, arabes, arabo-musulmans étaient sur le continent américain avant 1492. Alors, vous inquiétez pas, il y a Pierre-Henri qui est en train d'accumuler les questions dans sa tête tout en lisant ses autres textes, ses autres travaux, mais il va être prêt à
a démarré. Et je rappelle que, outre Madame Samira Bentarki Saïdi pour ses livres, qui va nous accompagner dans cette émission, nous avons bien sûr le sujet de l'actualité, cher Pierre-Henri, parce que la Terre tourne et continue de tourner, comme disait Feu Ibrahim Hasmaïl. C'est vrai. Et des fois, elle tourne. Voilà. Et elle n'est pas plate. Voilà. Et des fois, elle tourne sans nous, il n'y a pas de problème. Et que nous avons aujourd'hui comme sujet le Canada, face à la contestation, Justin Trudeau, le Premier ministre, annonce donc le recours aux lois de mesures d'urgence et notamment de bloquer les comptes des personnes non vaccinées. La hausse des prix de carburant qui atteint aujourd'hui, décembre mai, beaucoup plus qu'en 2018. Et donc, mais nous n'avons toujours pas des gilets jaunes cette fois-ci. On se pose la question pourquoi. La petite Andy, une adolescente de 14 ans de Saint-Brieuc qui a fugué, se retrouvait dans le camp des consommateurs de crack à Paris, Port de la Villette. Et nous aurons normalement sa mère vers 17h30 qui va nous expliquer le pourquoi du comment. Et pour les footeux comme moi et comme beaucoup d'autres, ce soir n'est pas... Vive le Real de Madrid. Ça, c'est votre problème, mais c'est vive votre... PSG. Voilà, ça, c'est votre position. Mais ce soir... Qui a dit que c'était ma position? Mais ça, c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Mais ce soir... France Maghreb 2. Non, attends. Non, mais moi, là, j'ai donné une info. Ce soir, pour les fauteuils, est important, puisqu'il y a à Paris, le match Paris, Real de Madrid. Et vous direz ce que vous en avez à dire, et la publicité va arriver dans quelques secondes. Ah, ça y est. Oh, La pas pub. encore. Voilà. Alors, on va rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous contacter au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et que le match, pour ceux qui veulent le regarder à la télé, sera diffusé sur RMC Sport 1 ou Canal+. Sinon, vous Des allez chaînes au bar payantes, du Quoi, coin. le champion. Des chaînes payantes. Sinon, vous allez au bar du coin. Ah bah vous faites ouais, des moi c'est ce que je fais. Je vais Ouais. toujours au bar du coin, mais je vais pas forcément suivre le PSG. Alors, Non. je rappelle que cette semaine, le programme LGF du 14 au 18, donc du lundi et vendredi, est une semaine spéciale, parole d'auditeur, qui est animée par moi-même, votre serviteur, Tarek Mami, et par Latifa Loucham à la réalisation. Notre ami Christophe Roux est en train de frire au soleil. On lui souhaite un bronzage complet. Bon, très bien. Bronzage intégral. Alors, je peux dire complet. un mot Oui, bien sûr. Vous êtes chez vous ici, cher Pierre-Henri, vous le Ouais, savez, ouais. depuis le temps. Oui, non mais d'accord. Vous ça y approchez- est, on me fait signe. Voilà. On me fait signe que c'est pas possible parce Les- que la pub arrive. Ah oui, et levez pas les mains comme Jésus parce que Ah bah ça va alors, avoir des justement, conséquences. non, mais parce que Et vous vous approchez un peu plus du micro là. avec la thèse développée par Madame Samira Bentarki. Madame Samira, je rappelle qu'elle n'est pas nouvelle et que déjà en 2014. Et que Haj Google a déjà fait le boulot. Pub. Non. Erdogan avait posé la question, est-ce que Son livre est les sorti avant musulmans Erdogan. ont-ils découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Oui, mais là, Et mais donc, Samira a voilà, déjà répondu ouais. bien avant Non, Erdogan. non, mais je dis ça comme ça. Ouais, hein, Donc c'est Erdogan qui a copié. C'est Erdogan qui a copié Madame Bentarki et C'est pas une l'inverse. vieille idée. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus, de fake news. Non, Erdogan, ouais. excusez-moi, était en contact avec le savant turc Fouad Ouais, Sezgin, ouais. qui s'était également penché sur la question Ben. et qui, durant 65 ans, a contacté les bien chefs ce que je d'État dis. arabo-musulmans pour leur dire qu'il y avait une falsification de Pub. l'histoire. Vous êtes de retour sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum, animé par Tarek Mami, en compagnie de ses chroniqueurs et de notre Pierre-Henri invité, et notre invité, donc Samira Bentarki. aujourd'hui. Et avec l'excellent Tarek Mami. évidemment. Excellent à vos côtés, et ben, on verra, les auditeurs décideront. Ils décident, les auditeurs, Ah depuis oui. quand? Ah, bah, depuis toujours, depuis que j'ai bon créé cette radio. Ah ben oui, vous êtes dans la radio de la démocratie, la dernière Non. sur la bande FM française, si vous ne le savez pas. Ici, on vient avec ses opinions, Oui, et on avec repart. non, avec ses avis, Oui. on les confronte avec les autres et on décide d'en modifier quelques-uns Oui. ou quelques-unes ou pas, ou de tout garder. Eh bien, on va essayer Voilà. de modifier, en tout cas d'introduire le doute. Voilà. Parce Alors, que le doute est tout à fait nécessaire. en philosophie arabe, Ouais, puisqu'on parle de civilisation arabe islamique, ouais. on dit que le doute est le meilleur chemin pour atteindre le savoir. Ben voilà. Et ça fait un peu de Descartes
qui dit « Je pense donc je suis, je pense donc je doute donc je suis ». Voilà. Donc Samira, est-ce qu'on peut rappeler les titres de vos livres, il y en a 3 ou 4, et les années de parution? Alors, Pour qu'on fasse un peu chronologie pour les auditeurs, parce qu'il y a des auditeurs, vous vous approchez beaucoup de micro s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent pour dire ah ben c'est quoi ça, c'est quoi le titre des livres, il est édité quand, où, parce qu'ils vont aller effectivement commencer à chercher et rentrer dans le doute pour peut-être terminer dans la certitude. Alors, le livre L'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique a été publié en Angleterre par The Fountain of Knowledge. Il est le livre qui a, on va dire, apporté des premiers éléments au sujet de la présence arabe sur le continent américain avant l'avènement de l'islam, puis dès le 1er siècle de l'Hégire, donc des 700 et quelques, sur le continent américain par les navigateurs musulmans. Ça, c'est le premier livre. Voilà, le premier livre. Ensuite, j'ai participé à l'écriture d'autres ouvrages, dont, pour lesquels j'avais un chapitre qui concernait justement cette falsification de l'histoire et cette présence arabo-musulmane sur le continent américain, Oui. qui est paru en 2020. En 2021, il y a la TWMCC qui a donc publié un ouvrage en 4 volumes auquel également j'avais participé avec 2 chapitres. D'accord. Le premier chapitre, je devais moi-même donc l'écrire, et le second devait être écrit par le docteur Robert Dixon Crane, qui était l'ancien ambassadeur des États-Unis et ancien conseiller aux affaires étrangères de Richard Nixon et de Ronald Reagan. Et ensuite, il a décidé de se retirer, de me céder la place pour écrire au sujet de la nation Cherokee et ses origines. La nation Cherokee est une des tribus indiennes les plus connues, parce que quand on regarde tous ces westerns, on entend tous ces noms, même si on ne sait pas grand-chose sur ces tribus. Donc la Cherokee est l'une des tribus indiennes. Oui, la nation Cherokee est la plus grande en fait nation amérindienne, enfin en tous les cas sur le continent nord-américain. Son grand-oncle était l'un des derniers imams de la nation Cherokee, c'était Franklin Joseph Beaver, il faisait partie de ceux qui avaient donc survécu on va dire, au massacre des natifs d'Amérique, oui. Et qui donc faisait partie de ceux qui, lorsqu'ils se prosternaient devant Allah lors de leur prière, étaient donc emprisonnés. Et au début du XXe siècle, en 1905 plus précisément, le président américain Theodore Roosevelt a décrété qu'il fallait donc abolir la religion Cherokee, qui était pourtant connue comme étant une religion monothéiste. Et on avait même cru à un moment donné que c'était la 13e tribu d'Israël, d'où la raison pour laquelle les Cherokees auraient été donc des monothéistes. Sauf que là, c'était l'une des thèses qui était toujours avancée. À chaque fois qu'il y avait une découverte, on essayait de faire croire on essayait en fait de la relier à l'Ancien Testament, en précisant que c'était assez tard. Et donc le deuxième livre Et le deuxième livre, c'est également l'Amérique arabe, musulmane et africaine avant 1492, donc une équation. Et là, vous introduisez la dimension africaine. J'introduis, je l'avais déjà introduite dans l'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique, mais là, je lui donne une part vraiment beaucoup plus importante, parce que je rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est un ouvrage que j'ai écrit également avec le docteur Robert Dixon Crane, qui me l'a préfacé. D'accord. Sachant que nous étions en train d'écrire un autre ouvrage en 2 volumes sur justement la nécessité de proposer une nouvelle historiographie au monde, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui précisent que Christophe Colomb n'a rien découvert du tout, qu'il était vraiment le dernier sur le continent américain. D'ailleurs, il cherchait l'Inde. D'ailleurs, il cherchait l'Inde, il est tombé sur l'Amérique. Et nous y voilà. Oui, il cherchait l'Inde. Il est tombé sur l'Amérique. Beaucoup de découvertes ont troisième livre. découvertes ont
ont été faites et des découvertes scientifiques et vitales ont été faites Par accident. Par accident et Absolument. Par accident. Mais par ailleurs, j'avais juste une petite question avant de poursuivre. Le troisième sur votre livre. troisième livre, Ouais. c'est vous employez des mots assez forts, falsification Ouais, de ouais. l'histoire. Ah oui, Absolument. bien entendu, c'est une falsification de l'histoire. Il y a. Mais pourquoi vous avez la vérité Non, mais on va continuer d'abord sur les livres et Ah, mais après. non, vous mais permettez, sur le si mot vous falsification, Non, mais on y il y vient. a une très fort, falsification parce de que- l'histoire. Cher Pierre, que vous il le n'y a pas de problème, souhaitiez- vous gardez le mot sur le Oui, côté oui. et on passe aux trois Ouais, autres mais quand livres. même, quand Parce même. que. Non, il y allez-y, a- ok. justement, allez. justement. Non, mais c'est ça la On thèse, aime en bien- fait. Oh, non, mais là, attendez, vous pouvez si pas. vous permettez, Donc, donc, qu'on termine les 4 livres et après on vient à la thèse. Oui, Allez-y. oui. Ouais. Oui, allez-y. Continue. Donc le troisième ouvrage, Ouais. c'était l'ouvrage qui a été publié par TWMCC aux Émirats Arabes Unis, qui parle justement donc des Touaregs, de leur voyage, enfin en tant que société matriarcale. De leur voyage depuis la péninsule arabique vers l'Afrique du Nord, puis vers la péninsule ibérique et ensuite vers donc le continent américain, et des liens qui unissent la nation Cherokee à l'Empire du Mali par probablement le lien Targhee. D'accord. Et donc ce lien a été souligné par l'ancien ambassadeur des États-Unis et le petit-neveu de l'un des derniers imams formellement formé. Cher Samira Voilà. Bentarki, ça ne vous a pas suffi pour énerver notre ami Pierre-Henri qui reviendra tout à l'heure dans le débat, mais vous en avez commis un autre sur la Navy américaine. Comment s'appelle ce livre-là? Ah, donc c'est la fondation, donc c'est la Régence d'Alger et la fondation de la US Navy. Oui. Et puis, le dernier, c'est un livre... Et après, moi, j'énonce tous mes bouquins. Oui, oui. Tout Ah à ouais, fait. bon, bah, Ah bah, y a il va y aucun en avoir problème. pour un On va petit y passer moment. la hein. nuit, Non, il Ouais, n'y a pas de problème. Pas Et de après, donc, Bon. vous venez de sortir le dernier livre donc, sur le woman, sur les femmes. De quoi il s'agit là pour le quatrième? Non, le quatrième, c'est Oui. celui sur l'Amérique D'accord. arabe, musulmane Ouais. et africaine avant 1492. L'avant-dernier, c'est celui sur la société matriarcale, Oui, Targhee, oui. et donc le lien qui l'unit aux nations d'Amérique. D'accord. Voilà. Et celui-ci, j'avais été recommandé par le Dr Crane à la maison d'édition Alors, Emirati. un petit mot, si vous permettez, sur l'hymne de la marine américaine, sur lequel on a eu pendant un moment des débats, bien sûr, hors radio, et sur cette phrase qui parle de Tripoli de Libye, et vous avez, vous, un bouquin sur toute cette historique. Alors, un petit mot sur ce livre-là, d'une manière particulière. Eh bien, Et si je peux me permettre, donc si les Arabes et les musulmans auraient été, selon vous, de l'autre côté de la frontière, là on va arriver au moment où les Américains viennent du côté donc du Maghreb. d'accord. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que donc après 1492, il y a eu et après le massacre des musulmans en Espagne Et des Juifs. et des Juifs. Oui, mais principalement quand Ouais. même des musulmans. Quantitativement. Ça, oui, quantitativement, c'était beaucoup plus des musulmans Ouais. que des Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis, Oui. même s'ils l'ont fait vraiment uniquement avec les Convertis lèvres. au christianisme à la demande Voilà. de Sous la pression d'Isabelle la d'Isabelle catholique. la catholique Oui. et de Ferdinand. Et donc, il y a une partie des populations musulmanes qui ont réussi à fuir vers l'Afrique Vers le du Nord. Maghreb, Maroc, Algérie, Et Tunisie. une autre qui a été sauvée par le fameux Khairuddin Barberousse, Ouais. qui a aidé des milliers de musulmans et de juifs à fuir donc la péninsule ibérique pour aller se réfugier en Afrique du Nord. Oui. Mais malgré tout, donc les Espagnols continuaient quand même à les harceler sur le continent africain. Bah oui. Et donc il y a eu on va dire une flotte maritime donc qui s'est développée au cours de l'histoire de l'Afrique et de l'Afrique du Nord. Et avec les corsaires, on en vient à l'histoire qui les lie à l'Amérique, à la jeune nation américaine qui a dû d'ailleurs fonder donc la fameuse US Navy. Tout à fait. Pour justement faire face aux grands navigateurs algériens, enfin de la Régence d'Alger principalement. Bien entendu, ils étaient confrontés également à ceux de Tunis, de Tripoli et de Salé, mais leur plus grand cauchemar a été la Régence d'Alger qui leur faisait donc payer des tribus qui leur coûtaient extrêmement
extrêmement cher d'un point de vue financier. Et le futur président Jefferson, qui était un ambassadeur des États-Unis à ce moment-là en France, était sous le choc de ce qu'on lui rapportait et de la presse de l'époque, et de ce que subissaient également les navires marchands américains qui devaient donc payer tribut afin de pouvoir entrer en Méditerranée. Et il a même, lorsque je me suis penchée sur les archives secrètes qui ne sont plus secrètes des États-Unis, j'ai découvert que le président Jefferson voulait transformer la population algérienne en une population agricole beaucoup plus poussée vers tout ce qui est agriculture plutôt que vers pour quitter la mer. Oui, pour qu'ils quittent la mer et leur laissent le champ libre en Méditerranée. Tout à fait. Alors, si je m'appelais Pierre-Henri, je poserais une première question et je laisse Tarek Mami vous poser la deuxième. La première question, pourquoi vous avez publié votre... ça, c'est extraordinaire. Vous posez des questions pour moi, Tarek Pourquoi le premier livre a été publié en Angleterre et pas en France? J'aurais proposé cette question. Oui. Enfin, c'est donc la vôtre, Tarek. D'accord, allez-y. Eh bien, disons que les pays anglo-saxons sont connus pour être beaucoup plus libres en termes de production littéraire. Il n'y a pas de pression et finalement, cette pression n'existe pas. En tous les cas, je ne l'ai pas subie en France non plus. Et c'était, on va dire, un premier essai, et le premier essai a pris, et il s'est fait de manière totalement démocratique, si je puis dire. Et ça m'a ouvert les portes, et ça a réussi. Enfin, j'ai pu en fait briser un peu les chaînes qui liaient l'histoire arabo-musulmane à un point de vue qui est purement occidental, qui est purement européen. Voilà. Donc maintenant, la grande question de Pierre-Henri. Madame Benterki, comment osez-vous utiliser le mot falsification? Bonne soirée. Falsification. Allons-y, Pierre-Henri, c'est quoi cette question de falsification? On laisse Pierre-Henri poser sa question. Mais oui, merci, parce que en réalité, on peut toujours interroger l'histoire telle qu'elle est écrite et telle que la date de 1492 apparaît. De là à parler de falsification, il y a un pas que je ne franchirai pas. En réalité, les revendications d'une nouvelle paternité de la découverte de l'Amérique, c'est un marronnier de la presse et d'un certain nombre de contempteurs qui veulent réécrire l'histoire. Il y a par exemple quelques années, on pouvait lire l'hypothèse selon laquelle les Chinois seraient arrivés avant Colomb en Amérique. Autrement dit, chaque empire, chaque civilisation veut s'attribuer les mérites de la découverte de l'Amérique. Et en fait, ça dépend de quoi on parle. Parce que, la date de 1492 est retenue de manière assez commune, ce qui n'exclut pas qu'avant cette date, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de simples voyages jusqu'aux côtes latino-américaines aient eu lieu. Et par exemple, il y a des travaux de différents professeurs de géographie, comme par exemple Kent Mathewson, qui s'interroge sur la présence des descendants du Moyen-Orient en Amérique latine et qui n'exclut pas que d'autres peuples aient pu atteindre le continent américain avant Colomb. Mais pour autant, il n'y a pas de preuves positive, massive de la présence arabo-musulmane en Amérique avant 1492. Ce que je veux dire par là, c'est que cette hypothèse ne me dérange nullement. Sur le fond, je m'en fous un petit peu. Simplement, je remarque
comme je le disais tout à l'heure à propos des Chinois, que c'est aussi une thèse de Erdogan et que d'une certaine manière tous les dictateurs cherchent évidemment à réécrire l'histoire. En quelle année vous avez publié votre livre? En quelle année vous avez publié votre livre? Je l'ai publié en 2017. Voilà. D'accord. Oui, 2014, mais, Erdogan. Oui. C'est bien ce que je dis. Est-ce que vous permettez que mais je réponde, je vous ou bien permets est-ce que tout. vous êtes là pour imposer votre point de vue qui se range sur la découverte voyons donc. Bon, vous avez posé votre question, cher Pierre-Henri. Madame Samira Bentarki. Mais il me semble que vous avez l'antenne depuis pas mal de temps et que ça ne me pose aucun problème. Je peux me taire si vous voulez. Non, mais nous, si vous préférez. Nous, on est là pour poser les questions à nos invités et on laisse le temps à nos invités de nous répondre. Bien sûr. Tout à fait. Madame Bentarki. D'accord. Donc, en ce qui concerne les Chinois, il ne faut pas oublier que les Chinois avaient à la tête de leur flotte un certain Zhang He qui était musulman et qui a fait un certain nombre de pèlerinages à la Mecque. Ça, c'est également un fait qui est indéniable. Mais on ne le trouvera pas dans Wikipédia. Voilà, donc on le trouvera, on le trouvera. Sur Wikipédia aussi. Oui, partout. Et Très tout le monde sait que celui qui était à la tête de la flotte chinoise était musulman et les Chinois eux-mêmes le reconnaissent en tant que tel et lui ont rendu hommage en tant que tel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne 1492, certains écrivains, certains chercheurs ont précisé qu'en 1492, c'était la prise de possession du continent qui se trouvait par-delà l'océan Atlantique et non pas une découverte de l'Amérique, sachant que Christophe Colomb a vécu à Palos de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, dans un monastère où 150 ans avant lui, un moine franciscain a effectué un voyage transatlantique avec les Arabes depuis le Maghreb, qu'il a écrit à son retour un ouvrage qui s'appelle le Livre de la découverte, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid, dans lequel il souligne que les voyages ont été effectués avec les Arabes. Ça, c'est le premier point. En 1178 et en 1225, les Chinois eux-mêmes précisent dans leur texte que les Arabes effectuent des voyages transatlantiques à bord de très grands navires dans une contrée qui s'appelle Mumpanli. Mulanpi. Oui, Mulanpi, pardon. Oui. Et qui, en l'occurrence, d'après d'autres experts chinois, correspond à l'Espagne. Publicité. Ah ben... Alors, j'étais pas prévenu du débat, mais ça m'intéresse. Les auditeurs sont extrêmement passionnés par toutes ces histoires. Ils pourront nous contacter au 01 40 33 9000, nous suivre sur les réseaux sociaux et télécharger l'application France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Vous êtes de retour sur France Maghreb 2 dans la semaine spéciale Parole d'auditeur dans votre émission Le Grand Forum, et c'est du 14 au 18 avec en animation Monsieur Tarek Mami, ses chroniqueurs et ses invités. Pour l'heure, nous continuons cette revue historique, ce débat historique avec Samira Benturki Saïdi, chercheure et écrivaine, et Pierre-Henri, notre chroniqueur préféré, notre animateur Monsieur Tarek Mami. Pierre-Henri, à vous. Vous allez voir les différents livres. Est-ce que cette masse de travail, d'abord, est à saluer? Après, on n'est pas obligé d'accepter le contenu ni à 1% ni à 100%, mais le fait que Mme Benturki consacre 30 ans de sa vie à ces recherches, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est d'abord respectable et ce travail doit être évidemment examiné. Simplement, je remarque que ces travaux s'inscrivent dans une logique qui est aussi celle de recherche de puissance de la part de grands ensembles, et c'est tout ce que je signalais. Donc, nous parlions tout à l'heure du doute. Voilà, je dis que cette histoire de la découverte de l'Amérique et de la présence première des musulmans
et des Arabes est une thèse qui a été largement développée en 2014 par Erdogan et qui a fait d'ailleurs l'objet d'immenses polémiques en Turquie même. Et quand on va regarder les manuels de géographie et d'histoire en Turquie, on s'aperçoit que la reprise des thèses de Erdogan est extrêmement modérée. Mais vous savez, vous n'arrêtez pas de parler depuis tout à l'heure d'Erdogan. Moi, je ne parle pas d'Erdogan, je suis en train de vous... Et d'ailleurs, avant Erdogan, il y a le président Kadhafi qui en avait parlé, et qui en avait parlé grand démocrate, lui aussi. Non, mais la démocratie n'a rien à voir avec la civilisation. Déjà, on a tendance à toujours pointer du doigt les présidents des autres pays comme étant... bien entendu, arabo-musulmans ou africains comme étant des dictateurs. Écoutez, là maintenant, on est arrivé en Europe et on sait ce que c'est. Ah bon ? C'est arrivé même également sur bien des continents qu'on n'imaginait pas. Mais la barbarie, la plus grande barbarie est née sur le sol européen. Mes recherches, cher monsieur, ne sont pas basées sur les déclarations du président turc Erdogan, ni sur celles du président Kadhafi. D'ailleurs, Kadhafi était en lien direct avec les chercheurs américains, les chercheurs de Harvard, sur justement cette présence arabe sur le continent américain. L'un d'eux était Barry Fell. Il n'était pas le seul. Et ils ont effectivement envoyé des équipes sur des sites archéologiques aux États-Unis et également en Afrique du Nord pour justement déterrer ce lien liant les deux continents entre eux. Alors, voilà. Tout à l'heure, donc, quand on a commencé cette émission, on s'est dit vous avez parlé donc de l'imam de la nation Cherokee tout à l'heure. Oui. Alors, il y a une question que tout le monde, que beaucoup connaissent. Un premier Coran a été offert à un président américain vers les années 1860-70. Est-ce que vous avez une idée sur ce Coran qu'il a offert et dans quelles conditions? Et est-ce que c'était, et la question fatale, est-ce que c'était un Coran importé du monde arabe ou est-ce que c'est un Coran qu'on aurait peut-être découvert sur place? Je sais qu'une copie du Coran a été offerte au président Jefferson et qu'elle fait partie donc de sa bibliothèque, de la fameuse bibliothèque du président Jefferson qui se trouve à Washington D.C. Mais par contre, en ce qui concerne le reste, je l'ai lu il y a très longtemps et je ne me rappelle pas vraiment de... Voilà. La deuxième chose, c'est on dit, quand quelqu'un dit « ils étaient là », quel que soit le « il oui. », on commence par fouiller pour trouver une pièce de monnaie, voilà. Un hiéroglyphe, une signature, un dessin. Alors, dans vos travaux, vous emmenez à quelle, trace historique, plutôt sur la côte, plutôt à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, à ce sujet, il y a eu des épaves de bateaux qui ont été découverts au large en fait des côtes du Venezuela, mais également du Honduras, avec des pièces de monnaie qui étaient en langue arabe et les archéologues ont souligné le fait que ça datait donc du 8e siècle, donc c'était 8e siècle. Juste après. Voilà, donc bien avant Christophe Colomb, oui. Ça c'est certain. Ah ben ça fait 7 siècles au moins. Bah oui. Et donc il y en a également d'autres qui ont été retrouvés sur la côte est des États-Unis, dans les environs de Boston. Il y avait des travaux. Des travaux donc, qui étaient en cours et au moment de creuser ils ont découvert qu'il y avait énormément de pièces de monnaie avec la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète. Oui. Et également sur la côte ouest des États-Unis, en Californie et au Nevada, il y a des sites archéologiques, celle du Nevada se trouve dans la vallée de Feu et qui nous laisse découvrir des termes qui étaient en langue arabe, ainsi qu'un certain nombre d'écoles qui enseignaient aussi bien la géographie que les mathématiques ou l'astronomie.
donc sur ces sites qu'il considérait comme étant amérindiens au sens où on l'entend, c'est-à-dire selon le peuple natif. Voilà, selon la version, on va dire, officielle ou celle qui a été diffusée par les films western. Et c'est par la suite, au début des années 70, qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était de la langue arabe et que c'était des sites archéologiques qui soulignaient cette présence arabe. Donc, il y a donc le nom de Mohammed Nabiullah, qui a été donc découvert sur ce site, et par un universitaire de Harvard, et deux universitaires de l'université de Californie ont découvert le nom de Jésus, fils de Marie, écrit également en lettres arabes, en lettres koufiques. Alors, on reviendra à ce débat passionnant, et en tout cas à cette histoire passionnante, juste après la pub. Et oui, une petite page de publicité. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. Vous êtes sur le Grand Forum. À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Vous êtes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum, spéciale parole d'auditeur animée par Tarek Mami, avec notre invité Samira Benturki Saïdi et notre chroniqueur Pierre-Henri pour la suite des débats. Alors, chère Madame Benturki, votre livre s'intitule L'Amérique arabe, musulmane et africaine avant 1492, une équation mathématique, préfacée donc par le docteur Robert Crane. Alors, deux questions en une. Pourquoi l'équation mathématique? Et qui c'est cet ancien ambassadeur américain Robert Crane? Qu'est-ce qui l'a amené, lui, à ce recherche? Est-ce que lui-même est descendant d'une tribu amérindienne, ou est-ce que c'est une curiosité intellectuelle qui l'a amené à faire ce travail? Alors, allez-y, Madame Terqui. Donc, le premier point, c'est que c'est une équation mathématique, et je reprends toute l'histoire de la navigation. Et donc, il est clair, net et précis que ceux qui avaient des connaissances navigationnelles, c'était les Arabes et les Noirs africains. Et en ce qui concerne les Noirs africains, on évite de diffuser les connaissances qu'ils possédaient en termes dans tout ce qui est maritime, et on fait croire que les Noirs africains étaient frileux à l'idée de naviguer. Or, même Christophe Colomb, celui qui a écrit plutôt le récit biographique de Christophe Colomb a souligné le fait que depuis les îles Canaries, ils ont vu des Noirs africains à bord de canoës en train de faire des traversées sur l'océan, en tous les cas. Ils n'ont pas précisé si c'était vers ou depuis l'Amérique, mais en tous les cas, ils étaient sur l'océan. Et ce docteur, Crane, le docteur Robert Dixon Crane, qui est décédé le 12 décembre dernier, avec lequel je travaillais depuis à peu près 3 ans. Et donc, lui est l'un des derniers imams était le petit-neveu de l'un des derniers imams de la nation Cherokee. Donc, il est amérindien? Il est en partie amérindien et en partie anglo-saxon. D'accord. Et donc, il a été l'un des conseillers de Richard Nixon, de président Richard Nixon et Ronald Reagan. Et donc c'est une recherche sur sa propre identité qui l'a amené à faire ça, ou qu'est-ce qui l'a amené, lui, à faire ses travaux avant que... je suppose qu'il a commencé à faire des travaux avant même que vous le rencontriez. Ah oui, bien entendu. Oui. Qu'est-ce qui l'a amené, lui, contrairement à vous, à faire ses recherches? Eh bien, déjà, lorsqu'on lui a posé la question à quelle date est-ce que vous vous êtes converti à l'islam, parce que le Dr Crane s'était donc converti à l'islam en 1980, il a répondu, en fait, je me suis toujours senti comme étant musulman, et il a même fait des recherches sur le domaine, dans tout ce qui était lié en fait à l'islam pour le président américain Richard Nixon, parce qu'ils étaient en train de chercher un moyen de faire face à l'Union soviétique et au communisme. Et le Dr Crane lui a répondu que seuls les musulmans avaient cette puissance et cette force qui étaient capables de faire face au communisme et à l'Union soviétique. Sachant que lui était à la base un diplômé de Harvard,
Il était également le premier Américain à avoir été inscrit, à avoir été autorisé à s'inscrire dans une université allemande. Et il avait beaucoup d'intérêt en fait dans tous les domaines possibles et imaginables. C'était une véritable encyclopédie, mais ce qui l'intéressait, c'était bien entendu la justice compatissante de l'islam. Et au début des années 70, avant de mourir, sa grand-mère, son arrière-grand-mère qui a aidé donc à l'éduquer, lui a demandé de venir s'asseoir à côté d'elle, et elle lui a raconté un certain nombre de choses dont il était à peu près au courant, mais il n'avait pas certaines précisions qu'elle lui a apportées au sujet donc de la religion musulmane des Indiens Cherokee. Et en tant également que porte-parole de la Maison-Blanche auprès des nations amérindiennes, il a été donc envoyé auprès des Hopis, des Navajos, des Apaches, et il passait donc du temps avec eux, et ils lui ont donc raconté ce lien qui les unissait à l'islam. Et c'est par le biais d'une flotte qui est arrivée depuis l'Est, donc depuis les côtes d'Afrique. Selon lui, c'était au moment des traversées qui avaient été effectuées par l'Empire du Mali que le Coran a été amené sur le continent américain. Alors, il nous reste quelques minutes. Je rappelle pour les auditeurs de France Maghreb 2 qui sont, intéressés par ces questions. Donc, un des livres, L'identité arabo-islamique des peuples et tribus indiennes d'Amérique, par Madame Samira Benturki Saïdi. Le deuxième dans le désordre, la régence d'Alger et la fondation de la US Navy, l'Amérique arabe musulmane africaine avant 1492, sur lequel donc on a construit cette émission. Et puis le dernier livre dont vous n'avez pas eu le temps de dire un mot, c'est le Women Centric Communities in Andalusia and Beyond. Un petit mot sur ce livre-là? Alors ce livre-là, donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Cela fait référence en fait au Touareg, à la société matriarcale Targhi, sachant qu'ils sont originaires donc d'Arabie du Sud principalement, et qu'ils ont effectué ils ont fait un parcours depuis l'Arabie du Sud vers l'Afrique du Nord, et puis vers la péninsule ibérique, et ensuite vers le continent américain. Et il y a un lien indubitable entre eux et la nation Cherokee. Mais si vous le permettez, j'aimerais bien dire un mot sur celui de la régence d'Alger, la fondation de la US Navy. Oui. Sachant que je m'étais rendue au musée de l'armée à Alger pour faire des photos des traités qui avaient été signés entre la jeune nation américaine et la régence d'Alger. Oui. Et donc je n'ai pas été autorisée à prendre de photos là-bas. Donc, en Algérie? En Algérie, oui. Et donc j'ai dû me rendre à Washington pour pouvoir chez les Américains pour avoir ce que je... Voilà, quand on peut faire, pourquoi faire long, quoi. Oui, voilà, exactement. Et donc les membres de la US Navy m'ont vraiment accueilli à bras ouverts, et ils ont même effectué des recherches pour moi. Et ce qu'ils appellent la mémoire de la US Navy a demandé à me rencontrer pour connaître mes recherches. Et parce que, entre autres, la personne qui m'avait accueilli m'avait dit n'était pas au courant que la US Navy avait été fondée pour faire face à la régence d'Alger, aux marins d'Alger. Et donc, il lui a confirmé qu'effectivement, ce sont les Algériens qui ont poussé le gouvernement américain à fonder leur Navy pour pouvoir naviguer librement en Antarctique, aussi en Méditerranée. Dans l'Atlantique, pardon. J'étais partie devant le micro, toujours, devant le micro. J'étais partie sur l'Antarctique pour qu'ils puissent naviguer sur l'océan Atlantique et également sur la Méditerranée. Madame Terry, est-ce que vous avez, dans vos travaux, travaillé sur Oman? Parce qu'Oman est une situation particulière, beaucoup plus récente, bien sûr, que 1492, mais Oman a été, avec le Maroc, l'un des deux premiers pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique, et notamment, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont à l'origine de la création du musée des présidents américains,
puisque quand il y a eu l'indépendance américaine, donc le roi, l'émir, le chef de Oman a envoyé une flotte, une felouk, d'ailleurs elle porte un nom particulier, il va me revenir dans l'histoire des flottes, et c'était des navires qui traversaient les océans comme la voiture aujourd'hui traverse l'autoroute, c'est omanais, et il a emmené beaucoup de cadeaux. Et quand il a rencontré le président américain lui avait dit à l'époque qu'il ne pouvait pas accepter des cadeaux parce que ça peut être vu comme de la corruption. Et le représentant d'Oman lui dit cette phrase terrible: si je rentrais avec tous ces cadeaux refusés, je me ferais exécuter parce que j'aurais pas fait honneur à mon chef. Et c'est là où le président américain dit: nous allons donc créer un musée dans lequel nous allons entreposer tous ces cadeaux omanais, et c'est depuis que les cadeaux offerts au président américain sont déposés là. Et dans vos travaux, vous n'avez pas travaillé sur ces pirogues ou sur ces navires de Oman Si. Comment ça s'appelle? Leur nom va me revenir. Si. En fait, j'ai travaillé sur donc les bateaux de Oman, et j'en ai même parlé dans le premier ouvrage sur l'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique, en soulignant le fait que le vice-amiral Paris avait également donc écrit à ce sujet. Il avait même dessiné les croquis des bateaux d'Oman, et en soulignant également que les Français, les Européens de manière générale, n'avaient pas de connaissances extrêmement poussées dans tout ce qui était bateau, dans tout ce qui était navigationnel, parce qu'ils naviguaient très très peu en Méditerranée, et pas carrément... pas du tout sur l'océan Atlantique, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de connaissances au niveau navigationnel. Et il souligne le fait que les bateaux européens sont en réalité une copie des bateaux arabes, des bateaux du sultanat d'Oman. Et ça s'appelle la boutre. Ça me revient. Donc c'est la boutre. Et il y a eu une belle exposition à l'Institut du monde arabe il y a quelques années sur ce fameux bateau. J'ai eu la chance, moi, d'en avoir vu à Oman et d'avoir emporté pour un petit voyage, comme on fait sur la Seine. Mais c'est quelque chose de merveilleux parce que le bois est toujours, de couleur marron foncé pour résister au soleil. Peut-être une dernière question, cher Pierre-Henri, à notre invité, ou une remarque, parce qu'on va passer de l'histoire à l'actualité. Eh bien, on va passer à l'actualité. Voilà. Donc, pour les auditeurs de France Maghreb 2 qui sont intéressés par cet échange sur ce travaux, les Arabes ont-ils, oui ou non, découvert ou mis un pied dans l'Amérique, avec la réponse oui pour ceux qui ont la certitude et non pour ceux qui ont un doute, et plutôt sur la côte ou à l'intérieur. Et cette émission, donc LGF, comme tous les jours maintenant, est rediffusée ce soir à minuit. Pour ceux qui veulent la réécouter dans d'autres conditions, peut-être plus d'auditeurs que d'intervenants. Et demain matin, de 10h à midi. Merci Samira Bouterki de nous avoir amené toutes ces lumières sur cette période de l'histoire. Et merci, cette radio vous est ouverte aujourd'hui comme demain, comme pour tous ceux qui ont des travaux à présenter, parce que l'essentiel pour nous ici à France Maghreb 2, c'est de permettre le savoir de se savoir, mais permettre le savoir de se savoir ne veut pas dire que nous sommes complètement pour ou complètement contre, mais c'est à force de lecture que chacun de nos auditrices et de nos auditeurs se fera sa propre opinion. Merci Samira Benturki Saïsdi d'avoir accepté cette invitation. Les auditeurs, vous pouvez nous contacter au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. On passe au sujet actu du jour. Face à la contestation, Justin Trudeau annonce le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Tarek Mami va nous répondre, ainsi que Pierre-Henri. Répondre, c'est beaucoup dire. Nous sommes là pour parler donc de cette actualité. Vieux débat, Covid, vaccination, pour, contre, liberté. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, apparemment arrive à la fin d'un cycle, lui qui a l'image du jeune premier qui réussit toujours tout. Là, il est obligé. En tout cas, il a décidé de passer à la phase, mesure d'urgence. Est-ce que vous comprenez ou vous partagez, cher Pierre-Henri,
sa position, notamment de bloquer les comptes des personnes qui manifestent. Alors d'abord, je ne suis pas canadien, je n'évolue pas dans le contexte du Canada. Ce que je sais, c'est que le complotisme, le trumpisme a fait beaucoup de dégâts aussi de ce côté-là de la Terre, et que au bout d'un moment... De l'autre côté de la Terre, Oui. par rapport à nous, là. Oui, de ce côté-là de la Terre. Oui, on continue avec l'Amérique. Hein. Oui, et on continue avec l'Amérique. Et que au bout d'un certain temps de blocage, notamment d'Ottawa, il est logique que les autorités canadiennes répondent au blocage économique, au blocus qui a été imposé par un certain nombre de routiers, de contestataires de tout poil. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à en dire. Je vais pas revenir sur un débat que nous avons eu depuis près de 2 ans sur l'antenne de France Maghreb 2. Vous connaissez ma position, très pro-vaccin. Pourquoi ? Parce que tout simplement le vaccin protège contre les formes graves. Voilà, et que j'ai entendu tellement de bêtises, y compris dans les convois qui ont convergé vers la capitale ce dernier week-end, que j'ai plus grand-chose à en dire. Quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'en réalité, on vous a pas injecté le vaccin, mais un espèce d'alien avec des grandes jambes, avec une petite tête, voilà, je me dis que c'est de la psychiatrie à ciel ouvert, et donc il faut cesser la plaisanterie au bout d'un moment. Oui, je crois qu'il y a une exagération de vos propos, Pierre-Henri, puisque ce n'est pas des personnes qui pensent qu'il y a des aliens forcément qui ne veulent pas être vaccinés. Il y a des gens qui ne veulent pas être vaccinés, d'abord parce qu'ils ne le peuvent pas, pour différentes raisons, et cela, c'est tout à fait logique, notamment pour des raisons médicales, voilà, et les situations sont tout à fait prévues dans ce cas. Je rappelle quand même que 90% de la population française est aujourd'hui vaccinée, et que c'est très bien ainsi. Mais ce débat, nous l'avons eu. J'espère que maintenant, il va être derrière nous, que finalement Omicron a transformé le virus en une grosse grippe qui a quand même fait une nouvelle fois un certain nombre de morts dans les hôpitaux, et que nous pouvons passer à autre chose. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais est-ce que on peut accepter qu'au nom de cette nécessité bien sûr entre guillemets, un Premier ministre va jusqu'à bloquer le compte de personnes, de citoyens, parce qu'ils s'opposent à cette vaccination, voire parce qu'ils sont dans leur camion en train de bloquer eux-mêmes. Oui, merci pour la deuxième précision. Non, mais vous inquiétez pas, tout arrive. Voilà. Pour qu'il y ait toujours, comment dire, comme les jeux, le quiz, il y a plusieurs réponses possibles, quoi. Oui, bon, à partir du moment... Et encore une fois, je vois bien la critique qui est faite aux gouvernements libéraux que Justin Trudeau incarne par sa jeunesse, par sa posture. Et puis, je vois aussi arriver derrière la critique parallèle qui est faite en France au président de la République. Mais encore une fois, je crois qu'il faut raison garder. Voilà, dans le contexte canadien, le Premier ministre Trudeau a décidé d'un certain nombre de mesures qui avaient d'ailleurs été prises par son père en 1970, si je ne m'abuse. Voilà, c'est dire aussi si Trudeau est l'héritier d'une longue lignée. Maintenant, moi, par rapport à la question sanitaire, je pense que le gouvernement a essayé de faire pour le mieux et que nous nous en sortons pas si mal. Oui, on y va.
Et que nous en sortons pas si mal. Voilà. Donc, au passage, on apprend que la reproduction sociale des personnels politiques n'est pas une spécialité française. C'est ça. Voilà, donc C'est ça. merci pour Oui, parce que effectivement, on oublie souvent que Pierre Trudeau... tout à fait. Non, mais et pour les auditeurs qui se plaignent tout le temps que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, j'ai dit dans ces démocraties libérales... C'est plus facile, effectivement, quand on a des parents qui ont exercé, qui ont des réseaux sociaux. C'est peut-être plus facile d'aller vers les postes de pouvoir. C'est d'ailleurs un des sujets absolument fondamentaux de la France d'aujourd'hui. Oui. Et évidemment, il y a un certain nombre de discriminations dans ce pays. Par exemple, quand je vois une candidate qui est censée incarner la droite républicaine, qui fait une distinction entre les Français de souche et les Français de papier, je parle de Valérie Pécresse, c'est un scandale absolu. Oui. Pour moi, il n'y a pas à faire de différence, il y a des Français, point à la ligne. À partir de quand on fait souche ? À partir du moment où on est dans la nation française reconnue, etc. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre combat à mener aujourd'hui que celui contre les discriminations qui minent au plus profond notre pays. Alors il y a un petit proverbe, vous voyez d'où il va venir, hein, oui. Qui dit « le fils d'Ira » ne peut être qu'un bon creuseur. Voilà, donc Pierre Trudeau, Justin Trudeau et le grand-père manifestement de Mme Pécresse qui était déjà dans les allées du pouvoir. Et donc c'est cette reproduction du pouvoir qui peut-être mine aujourd'hui notre pays, notre Et moi j'ai envie d'une France diverse. Moi j'ai envie d'une France plurielle, à l'image de ce qu'elle est aujourd'hui dans le pays. Voilà ce que je défends moi aujourd'hui. Voilà. Donc, si les auditeurs veulent bien sûr intervenir sur ces questions, c'est 01 40 33 et au-delà 97. Des identités meurtrières que revendiquent les uns et les autres. Titre du livre de notre ami libanais Amin Malouf, aujourd'hui académicien français. Oui. Libanais d'abord ou Libanais aussi. Non, mais vous inquiétez pas, ça vient. Oui. Français d'abord ou Français aussi. Et parce que beaucoup, renvoient les gens aux cases qu'ils n'aiment pas et ne retiennent jamais la case qu'ils aiment, parce que Amin Malouf est aujourd'hui académicien français et beaucoup rajoutent libanais. Oui, c'est une richesse. Vous pouvez intervenir, Samira, on ne parle plus de vos livres. Alors, écoute, la contestation qui a eu lieu au Canada, le gouvernement a eu peur que cette contestation ait lieu sur le territoire et se propage ce week-end. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives prises par le gouvernement, et notamment en mettant des chars et une sécurité absolument incroyable. Non, mais attendez, des chars de la police. On les appelle les chars. C'est la police qui les appelle les chars. Des véhicules avec des roues. C'est pas les véhicules militaires tels que j'ai vu. C'est la police qui les appelle les chars. Exactement, là on parle de la France, parce qu'effectivement l'actualité canadienne s'est propagée en France. Sauf que, est-ce que le gouvernement n'a pas trop eu peur, et pourquoi est-ce que le modèle canadien ne s'est pas reproduit sur le territoire ? D'abord, pardon, mais il y avait... évidemment, la force des images... Est-ce que la réaction du gouvernement n'a pas été exagérée ? Non, elle n'a pas été exagérée. Exagérée ou préventive ? Elle a été préventive et elle a été mesurée. Voilà, il y a en tout, on a compté 36 000 manifestants selon la police, peut-être un peu plus, je n'en sais rien, moi je ne compte pas. Quand je faisais les manifestations, on nous disait il faut multiplier par 2 et diviser par 3, et on trouve le chiffre moyen. L'idée selon laquelle un certain nombre de gens voulaient absolument bloquer la capitale ce week-end, ça a fait un flop. Ça a fait un flop. Ça a fait un flop, sauf au niveau communication, où je vous le rappelle, alors je ne sais pas si vous avez attention aux bulles. Le policier qui a braqué un automobiliste. Un automobiliste. Mais enfin, cette image sur Twitter, elle existe. Mais elle existe, oui, d'un automobiliste qui refuse de dégager son automobile, qui s'enferme dans la voiture sur les Champs-Élysées.
Le policier lui dit, grosso modo, circuler. Il refuse. Bon, le policier casse la vitre et le prie de sortir pour dégager la voiture. Avec un pistolet à la main. Et en droit, ça s'appelle menace de mort. Oui, enfin bon, vous pouvez. Le problème, c'est que c'est ça. Non, mais attendez, moi je ne défends pas. Pierre-Henri, juste une chose. Je ne défends pas. La police doit avoir une réaction proportionnée au danger. Elle l'a eu. Elle n'a pas menacé l'individu en l'occurrence. Moi, j'ai vu d'autres images, y compris de violences qui sont toujours choquantes. Voilà. Et le problème, c'est que la police exerce la violence légitime, évidemment, et que à partir du moment où il y a une interdiction de manifester, évidemment, c'est les limites de la liberté publique. C'est compliqué. C'est effectivement. D'ailleurs, c'est compliqué. D'ailleurs, l'ami entre guillemets Rodriguez s'est retrouvé aussi dans cette panade et s'est fait arrêter le dimanche. Mais bon, il est habitué du fait. Oui, il est habitué du fait. Il est dans tous les bons coups, lui. Voilà. On va repartir du côté de la pub. Alors, oui, écoutons de la pub. Vous êtes sur le grand forum, parole d'auditeur avec Tarek Mami et Pierre-Henri, avec un débat un peu houleux sur non, c'est un échange cordial, mais avec les caractères des uns et des autres. Mais et bien sûr, Pierre-Henri, on revient juste après la pub. Oui, et puis c'est difficile de ne pas caricaturer les positions de toute façon. Allez, pub. Christophe sur France Maghreb 2. Allez, on est de retour sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum spécial parole d'auditeur avec Tarek Mami aux commandes et ses chroniqueurs et ses invités. Alors, on était sur le Canada face aux contestations, les manifestations à Paris. On va également parler de la hausse des prix du carburant, des nouveaux sommets qui dépassent les prix de 2018. Ensuite, la petite Andy, une adolescente de 14 ans de Saint-Brieuc qui fugue et se retrouve dans le camp des consommateurs de crack à Paris, porte de la Villette, histoire tragique, on aura sa maman qui va témoigner. Et puis pour finir, le match Paris-Saint-Germain contre Real Madrid à Paris. Donc voilà, je laisse la parole à Tarek Mami. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je laisse la manœuvre à votre très cher Medjahed. Merci cher Latifa pour la réalisation de cette émission. C'est l'ami Medjahed qui remplace au pied levé le micro. Et on va commencer peut-être par un auditeur, une auditrice, cher Medjahed. Tout à fait. On va prendre Najet qui est avec nous en direct sur France Maghreb. Oula, par contre, ça sature. Les casques, oui, si vous pouvez éloigner les casques des micros. Des micros, voilà, ça serait vraiment bien. Alors, on a une auditrice. Oui, alors, on avait une auditrice. Enfin, on l'a toujours, mais il faut vraiment éloigner les casques des micros, si c'est possible. Voilà, alors... Donc, Najet, est-ce que vous êtes là ? Oui. Vous êtes là, très bien, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. On vous écoute, bonjour, vous avez une réaction ? Oui, allez-y madame. Je me présente, Najia Jenal, j'ai 50 ans, je suis franco-marocaine, je vis en France depuis une trentaine d'années. Et vous appelez d'où, chère madame ? Je milite depuis une vingtaine d'années. Et vous nous appelez d'où ? J'ai trois enfants, trois grands-enfants. Vous nous appelez d'où, madame Najet ? Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Marseille. De Marseille. Voilà. Et je soutiens la candidature de monsieur Mélenchon. Et on va gagner, Inch'Allah. Eh ben voilà, Inch'Allah et Mélenchon, ça va faire deux, mais bon. Ouais. Étymologiquement, c'est Marsa'el qui signifie le port de Dieu en arabe. Alors le problème, parce que ça a été fondé par les Arabes bien avant l'ère chrétienne. Alors ça c'est notre polémique qui est toujours d'actualité
Parce que Marseille serait historiquement, et j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet, plutôt grec. C'était l'un des tout premiers ports grecs à un moment où la navigation était une spécialité, voire une exclusivité grecque. Alors là, excuse-moi, Tarek, en ce qui concerne la navigation, les Grecs étaient les... Vous nous faites un livre sur Marseille? Ah, mais je suis... Ah, ben bien sûr. Si vous faites avec plaisir. Si vous nous faites un livre sur Marseille, vous savez, ici, on a lancé un défi à 3 personnes comme ça, et la personne revient 1 an après avec le livre sur Vous savez, j'ai dans l'ouvrage qui s'appelle l'Amérique arabe musulmane africaine, une équation mathématique, je me penche sur l'histoire navigationnelle donc du monde et sur les connaissances que possédaient les Grecs. Eh bien, les connaissances étaient extrêmement limitées et tout ce qu'ils avaient acquis, c'était des connaissances qui étaient phéniciennes, donc qui étaient arabes cananéennes. Vous nous faites un livre pour l'année prochaine et vous venez le présenter ici à France Maghreb et j'inviterai Pierre-Henri ce jour-là pour qu'on soit Mélenchon dans tout ça. Ah Nagia, elle le voit comme président déjà. Donc, Nagia, il va gagner parce que nous sommes sur le terrain. Nagia, est-ce que vous êtes inscrite? Que c'est le seul candidat qui pourra sauver la France. Est-ce que vous êtes inscrite? Est-ce que vous êtes inscrite? Nagia est partie à défendre. Voilà. Est-ce que vous êtes inscrite sur la liste électorale? Comment? Est-ce que vous êtes inscrite sur les listes électorales? Bien sûr, monsieur. Et je me suis déjà présentée aux élections municipales en 2014 à Aix-en-Provence. Voilà. Contre Madame Joissa, avec une liste. Vous nous appellerez le 11 avril dans la même émission, parce que le 11 avril, on sera le lendemain des premiers tours de la présidentielle, et vous nous direz qu'est-ce que vous pensez du résultat de Mélenchon le 10 avril. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci, chère madame. Merci à vous, madame, et à bientôt. Voilà. À bientôt. On rappelle le numéro, bien évidemment, si vous voulez intervenir, chers auditeurs, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Alors, on passe, cher Pierre-Henri, à la hausse des prix. J'allais dire, on a la France a vécu une période très difficile avec les Gilets jaunes. Ça a duré des semaines et des semaines. Au bout du bout, il y a eu plus de 3000 condamnations de citoyens français à cause donc de cette taxe. Aujourd'hui, les prix du carburant atteignent des sommets supérieurs. Et on n'a pas un nouveau mouvement Gilets jaunes, on n'a pas une relance, de ces Gilets jaunes, dont la cause première, à la base, était le prix de l'essence. Alors, n'oubliez pas, cher Tarek Mami, qu'il y a eu une mesure qui a été prise par le gouvernement avec le chèque essence distribué à plusieurs millions de nos concitoyens. Et ça équivaut... En gros, j'ai fait le calcul à près de l'équivalent de ce chèque équivaut de 100 €, équivaut à 4 mois de carburant pour des gens qui vont se trouver à 50 km de leur lieu de travail. De travail ou d'habitation, quoi. De travail et d'habitation. Et donc, je pense que c'est une mesure d'amortissement. Mais cela étant, il est vrai que aujourd'hui, le prix de l'essence atteint des sommets que l'on n'avait jamais vus auparavant. Moi, je ne m'en souviens pas, en tout cas. Nous sommes à plus de 1,84 € pour le litre de gasoil et nous sommes à plus de 2 € pour le litre d'essence, ce qui évidemment représente à la fin du mois une facture considérable. Donc voilà. Alors la question, elle est aussi celle de la raison pour laquelle augmente le prix de l'énergie. Je rappelle que on est quasiment sur un équivalent en termes de prix du baril de pétrole à 2014-2015, mais qu'il y a eu un certain nombre... Il est en train de remonter, là. Oui, il remonte, mais avec un certain nombre de taxes qui sont aussi appliquées. À plus de 50%. Oui, à plus de 50%. Donc, mais Djihad, vous voulez qu'on parte du côté de la pub? Tout à fait, du côté des auditeurs. Des auditeurs. Des auditeurs qui veulent intervenir. Et des auditrices, peut-être aussi. Pour l'instant, on vient
d'en avoir une. Commencez pas, c'est France Maghreb, il n'y a pas d'auditeur, auditrice, c'est lui qui appelle le premier, qui est servi le premier. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000, c'est Mounir d'Antony. Bonjour Mounir. Oui, bonjour à tous, bonjour Tarek, bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Bonjour à Medjahed aussi. Et bonjour. Vous nous appelez d'où? C'est le bonjour à Christophe et je tiens à dire qu'il nous manque. Il nous manque beaucoup. Vous êtes en train de me dire, vous, monsieur Mami, patron de la radio, ne donnez pas de vacances à vos salariés. Vous voulez m'envoyer en prison ou quoi? Non, en tout cas, franchement, vous avez bien fait de recruter Christophe parce que il est excellent. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Vous croyez pas que Christophe a bien fait de me recruter moi comme patron? Ça c'est vrai, par contre. Vous êtes le meilleur patron. Tarek, il n'y a pas de bon patron. Souvenez-vous, dans ce pays, il n'y a pas de bon patron. Ça, c'est déjà un principe. Sauf moi. Oui, ça, je confirme, monsieur Tarek Mami est le meilleur patron de radio que j'ai jamais eu. Ça y est, c'était Oui, à part les vacances de notre ami Christophe qui est parti bronzer. Merci encore, Tarek. Je vous félicite de donner la parole aux auditeurs. Vous êtes l'une des rares radios libres, j'ai envie de dire, et j'espère que vous resterez libre encore très longtemps. Et moi, je tiens à faire part, à pousser, mais vraiment un coup de gueule, Tarek. Oui, allez-y. Excusez-moi, mais ce n'est que mon avis, mais voilà, c'est vraiment ce que je pense profondément, comme des millions de gens. Oui. Je dis bien des millions de Français qui pensent que effectivement cette crise malheureusement a été extrêmement mal gérée dans le sens du pass vaccinal, puisque quand j'entends ce qui se passe au Canada, c'est un pays effectivement pour lequel on m'a dit beaucoup de bien. Comment il s'appelle, Justin Trudeau, qui est un homme respectable, je précise, et qui est un homme certainement bien quand on l'entend défendre les musulmans, parce que c'est l'un des rares présidents que j'ai entendu défendre les musulmans, entre autres, qui a défendu aussi, vous savez, le monsieur qui s'est fait étrangler aux États-Unis, je me rappelle plus, vous savez, Black Matters, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, quand il a mis un genou à terre. Voilà, c'est un geste très très fort. Mais aujourd'hui, je suis, mais vraiment, malheureusement, je suis déçu de ces agissements actuels. Quand j'entends dire qu'ils bloquent des comptes, quand j'entends dire qu'ils bloquent carrément les allocations chômage, apparemment, à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, j'ai envie de vous dire, franchement, on vit dans un monde de fous. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Je ne sais pas sur quelle planète on vit. Ça devient complètement grave. Et très franchement, je suis extrêmement déçu de ce côté-là. D'autant plus que pour moi, à mon avis personnel, le pass vaccinal, je ne suis pas contre, mais il a été extrêmement mal organisé parce que, évidemment, je ne suis pas contre le vaccin, je précise, je ne suis pas du tout contre le vaccin, mais je suis pour que les gens qui ont vraiment besoin du vaccin se vaccinent, mais qu'on n'oblige pas les gens à se vacciner. Ça a été une grave erreur. Et vacciner les gens qui sont malades, les gens qui sont âgés, c'est normal. Mais aujourd'hui, la vérité éclatera, Tarek Mami. Croyez-moi, dans quelques temps, dans quelques mois ou peut-être dans quelques années, mais vous verrez que la vérité éclatera parce que ce pass vaccinal a été une erreur, mais monumentale. Parce que tout le monde sait que c'est une obligation déguisée et obliger les gens à se vacciner, ça a été une erreur. Et quand on joue avec le feu, forcément, vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, quand on voit les blocages qu'il y a au Canada, les camions qui bloquent tout, etc., je veux dire, ces gens-là ne font pas ça pour le plaisir. Quand on bloque leurs comptes, quand on bloque leurs allocations chômage, quand on les oblige à se vacciner pour passer des frontières, etc., arrivé à un moment donné, forcément, vous créez des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire, Tarek? Tout à fait. Merci à vous. Donc, on va pas revenir à ce sujet. Ça fait 18 mois qu'on contre le principe. Je pensais qu'on parlait du Canada, Tarek. C'est pour ça que je voulais donner. Non, mais c'était notre sujet. Mais bon, comme on va pas relancer sur notre propre pays, la France. Mais bon, vous êtes exprimé. Vous êtes le bienvenu aujourd'hui. Et la semaine prochaine avec Christophe, Tarek, parce qu'il reprendra lundi. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en prie. J'ai une chose extrêmement importante à dire à votre antenne. Oui. Ce qui n'a rien à voir avec le vaccin, et ça me tient à cœur et je tiens absolument à le dire. Il y a une chose qu'il faut absolument réformer, Tarek, en France, c'est la police des polices.
c'est l'IGPN. Parce que, croyez-moi, si vous voulez que les Français respectent la police, il faut que la police soit respectable et il faut que les policiers qui commettent des délits soient punis aussi bien que n'importe quel citoyen. Et quand on a des policiers qui jugent des policiers, vous ne pouvez pas faire respecter la police dans ces conditions-là. Voilà. Il faut une instance absolument extérieure à la police pour juger des policiers qui commettent des délits. Je dis bien les policiers qui commettent des délits et pas les policiers qui font correctement leur travail. Merci à vous. Alors en général, ça s'appelle autorité indépendante et c'est un vieux débat qui a aujourd'hui au moins 20 ans, en tout cas juste au début de l'ère Sarkozy. Peut-être que ça viendra un jour. C'est, j'allais dire, aux policiers de se battre pour leur propre métier. Et merci pour votre longue intervention. Et vous pouvez rappeler dès lundi prochain si vous voulez échanger avec Christophe. Bien, on va revenir dans quelques minutes, marquer la pause. La deuxième pause. Oui, tout à fait. Et on va revenir d'ici quelques instants. La parole libre des auditeurs, évidemment. Henri n'aime pas les pauses publicitaires parce qu'il préfère les studios sans lumière. Voilà, c'est ça. Alors il faut bien payer les factures de la lumière, cher Christophe. Avec chauffage. Avec chauffage. Voilà. On va revenir d'ici quelques instants. Vous pouvez continuer à nous appeler 01 40 33 9000. Monsieur Tarek Mami, on va accueillir Monsieur Tarek Sassi tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. L'excellent Tarek. Il va arriver, Tarek Sassi, c'est ça. Il nous écoute. Il nous écoute. Il va intervenir sur la petite fille et sur le cas de la petite fille. J'avais vu. Et probablement qu'on aura aussi la maman de la fille pour qu'ils puissent échanger parce qu'ils ont travaillé ensemble pour la retrouver et heureusement ils l'ont retrouvée hier. Allez, à tout de suite. Ne bougez pas, c'est le grand forum qui continue dans un instant. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission le LGF, le grand forum avec Tarek Mami en direct sur France Maghreb 2. Et avec tous ces chroniqueurs évidemment et en direct. Alors pour cette dernière partie, chères auditrices, chers auditeurs, chère Madame Beturki qui est restée avec nous, qui nous fait plaisir de rester avec nous aujourd'hui, cher Pierre-Henri, donc nous allons prendre Tarek Sassi en attendant la maman de la petite Andy pour ce drame. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Pierre-Henri, ce drame. Oui, j'ai entendu parler de ce drame, j'ai vu aussi les alertes qui ont été émises par Tarek. Voilà, c'est évidemment... Mais c'est une bonne nouvelle que cette petite fille de 14 ans... Évidemment, il faut la protéger parce que la fugue, la rencontre avec une drogue et une drogue dure, je crois qu'elle a surtout besoin d'être protégée aujourd'hui, entourée. Voilà. Alors, je pense que c'est la maman de la petite Andy qui est avec nous. C'est ça, Mikael ? Tout à fait. Alors, on prend cette dame. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Alors, il y a notre ami Tarek Sassi qui est sur l'autre ligne. Bonjour. Bonjour, Tarek. Chère madame, d'abord, nous sommes heureux pour vous, en tant que parents, d'avoir retrouvé votre fille saine et sauve. C'est l'essentiel. Merci, oui. C'est l'essentiel. Dans quel état vous l'avez retrouvée avant de parler des conditions dans lesquelles elle a fugué ? Quand vous l'avez retrouvée, comment ça s'est passé ? Donc pour ce lundi dernier, donc comment ça s'est passé ? Donc parce que moi c'est une enfant, bien sûr, c'est des fugues coutumières. Oui. Pour laquelle elle a déjà eu cette situation là au mois de septembre. Donc il s'avère que là c'est depuis le 17 janvier, elle est partie en fugue. Donc quelques temps après, j'ai appris qu'elle était sur porte de la Villette. Oui. Donc voyant que les choses quand elle se faisait interpeller, ça fonctionnait pas trop bien avec les systèmes. Moi j'ai cherché des infos sur internet et je suis tombée sur l'association Anti-Crack. Oui. Là, je me suis dit, c'est totalement ça. Donc, j'ai regardé un petit peu le Facebook. Je dis, eux, ils se plaignent les riverains, mais nous aussi, quand on est dans l'autre côté aussi, comment on fait? Et, j'ai envoyé un message. Et Tarak m'a rappelé, a repris contact avec moi. Donc, il m'a offert son hospitalité ou son aide surtout, qui nous a été bien précieuse parce que, donc, avec son père, on a décidé le dimanche soir de partir le lundi matin, au rendez-vous, et où on a rencontré Tarak sur le 19e, du coup. Donc on a fait la route, on a rencontré Tarak, près du parc, près du camp. Et c'est vrai qu'il s'avère que Tarak, il y avait une patrouille de police. Donc avec Tarak, nous avons été à l'encontre de cette patrouille, et Tarak a expliqué les choses. Et c'est vrai quand même qu'on a senti alors c'est pas un pouvoir, cette petite influence quand même les policiers ont quand même considéré la situation là,
un petit peu plus des fois que parfois quand on est simple usager, ça peut être compliqué. Donc Tarak nous a alerté les policiers qui ont envoyé les patrouilles, ont même appelé leurs responsables, qui connaissaient un petit peu la situation déjà, ils avaient déjà rencontré Andy. Et il s'avère, là c'est vrai, comme je dis, c'était une bonne étoile aussi, quand ils ont envoyé l'information dans les patrouilles, la patrouille qui était là-bas, juste Andy est sortie de sa tente. Ah oui. Donc les policiers l'ont interpellée et c'était bien elle. Ouais. Donc là ça s'est fait super rapidement, on arrive à 10h30 le matin, 15h c'était bouclé en fait. C'est ça qui est super, c'est super génial. C'était le but. Voilà, c'était le but. Et c'est vrai que le réseau, parce que nous, les policiers nous disaient, n'allez pas dans ce camp, c'est dangereux, nanana. Parce que nous, son père, on était prêts à y aller, en fait, peu importe le danger. Bien sûr. Voilà, nous, on se dit, on va essayer de se mélanger à la population, vous voyez, en s'habillant tout ça, en essayant d'être sympa, voilà. Et c'est vrai que là, le fait de faire marcher les réseaux, les associations, les gens qui sont sous le terrain, qui connaissent la problématique, en fait, ça nous a fortement aidé, ça, c'est sûr. Tarak? Oui. Quel est votre sentiment aujourd'hui quand vous avez trouvé cette petite fille, Andy? Alors, moi, il y a deux sentiments qui me sont survenus quand on a trouvé cette fille. J'avais envie de pleurer de joie, mais j'avais envie de pleurer de tristesse quand j'ai vu l'état de la petite et comment elle a été abusée. Il faut savoir que elle était en proie à un pédophile de 53 ans, un modou de 53 ans, et qu'auparavant, elle a été victime aussi de vendeurs de sarours, la plupart c'est des clandestins de Annaba qui avaient déjà abusé d'elle et le truc c'est que cette petite avait menti sur son identité. Elle disait qu'elle s'appelait Zina et qu'elle était algérienne. Elle se présentait comme sans papier. Donc à partir de là on pouvait pas la retrouver. Et quand on voit que cette petite elle a 14 ans, que le père, fallait voir le désespoir du père, le désespoir de la mère. 5 heures de route, moi je vous le dis, le plus fort c'est eux. Ils sont venus, ils ne me connaissaient pas, à part quelques trucs sur la télé. On a fait confiance, c'est vrai qu'on a douté à un moment donné, mais on dit on fait confiance, on y va, c'est pas grave. Ils sont venus, et même moi j'ai fait confiance, parce que faut pas chercher aujourd'hui, il y a tellement de roublardises, on ne sait pas à qui on a affaire, il y a tellement de récupération politique, comme ça peut se faire aussi avec le faux collectif 93 anti-crack, c'est pas possible, et grâce à Mohamed Bader, vice-président aussi de l'association méditerranéenne qu'on dirige, on a pu établir un réseau, on a pu regarder les différents camps, Saint-Lazare, La Chapelle, Porte-la-Chapelle, et c'est grâce à un toxicomane qui ne veut pas ça pour ses gosses, qu'on a pu identifier cette fille. Vous aviez une photo, cher Tarak, entre les mains, pas faire circuler? Comment vous avez procédé? Vous avez pratiquement une enquête policière ou quoi? Pour la retrouver dans ce camp-là et pas dans d'autres camps? Inspecteur Tarak, je suis allé voir les gens que je connaissais. Je suis allé voir les gens que je connaissais, puis le lien, le respect, le fait de dire que c'est une gamine de 14 ans, j'ai montré les photos, la personne l'a reconnue parce que la mère m'a donné une série de photos de elle quand elle était en forme et de elle quand elle était totalement amaigrie, parce qu'il faut voir maintenant dans quel état elle est, et grâce bien sûr à la décision du juge qui a décidé qu'elle serait hospitalisée et limite il y a une injonction de soins. J'espère qu'on va pouvoir sauver cette fille. Et j'ai dit à la maman tout à l'heure que j'ai beau être musulman, moi aujourd'hui je me considère parrain de la petite, et je veux que d'autres parents, et ça on balance ça avec la mère, que d'autres parents joignent aussi bien à Marine que tout à fait. Et que on doit créer un bouleversement au niveau de l'État, parce que je pense que même Pierre-Henri, avec qui on se prend souvent la gueule sur l'antenne, sera d'accord. Il vous écoute, il vous salue. On dépasse l'idée des salles de shoot, on dépasse l'idée de quoi que ce soit. Là, on est en train de parler de mineurs qui tombent là-dedans. On parle de gosses de 18 ans qui tombent là-dedans, et on ne peut pas se permettre de prendre cette question à la légère. On doit la traiter en priorité. On doit mettre nos élus, gouvernement, élus locaux, peu importe, devant leurs responsabilités. Parce que il faut plus qu'il y ait de Edine, il faut plus qu'il y ait qui que ce soit de mineurs qu'on retrouve là-dedans, qui se retrouvent à être prostitués ou violés de force, ou dans ce genre de choses. Et imaginez l'horreur que la mère a vécue, et la plus courageuse, c'est elle, croyez-moi. 5 heures de route, et madame, c'est un petit bout de femme quand même, avec son mari, ils sont venus à deux, on a pu faire ça, et les vrais héros, parce que même si c'est vrai, on a mis en place tout ça,
Les vrais héros, c'est eux. 5 heures de route de Saint-Brieuc, venir ici sur Paris, dans la partie la plus dangereuse de Paris, faut les féliciter. Mais c'est vrai que, voilà. Mais à titre de parent, elle aurait été au bout du monde. Je crois que j'aurais mis des choses pour aller au bout du monde. Certains parents le font, pas tous, mais c'est vrai que c'est important de ne pas lâcher et de se faire accompagner, même d'aller dans les camps, même si c'est craignos, il faut y aller. On a peur parce qu'on connaît pas non plus. Enfin, la police nous a beaucoup aidé. La police nous a beaucoup aidé. La police, moi je le dis, on dit beaucoup de mal de la police, mais cette police-là, elle a été là avec nous. Ils nous ont pris en charge dans leur véhicule. Ils ont mobilisé plus d'une dizaine de personnes et on a été protégés. On a été protégés, sachant que moi, quand je vais là-bas, je suis extrêmement menacé. Quand Mohamed Bader vient là-bas aussi, il est extrêmement menacé. On a pu, grâce à la police, parce qu'on les a alertés, on leur a donné tout ce qu'il fallait qu'ils sachent, ils ont pu faire leur travail. Et malheureusement, elle peut confirmer, Marine pourra confirmer, Edine était identifiée dans les postes de police comme Zina Belaïd sans papier. Voilà. On va vous garder, chère Marine et chère Tarak, pendant 2 minutes pour la pub et on continuera avec vous parce que Pierre-Henri, je le vois, j'allais dire, il vous écoute avec grande attention et il réagira donc certainement à ces retrouvailles beaucoup plus qu'à cette fugue peut-être. Publicité et on revient. De retour sur France Maghreb 2 dans l'émission le LGF, le Grand Forum avec Tarek Mami, ses invités et tous les chroniqueurs en direct sur France Maghreb 2. Il nous reste quelques minutes, Pierre-Henri. Peut-être qu'on a envie de réagir avec la maman de la petite Andy et avec Tarek Sassi. Peut-être plus sur la fin heureuse que sur le début. En tout cas, nos sentiments de parents nous amèneraient plutôt à ça. Tant mieux que cette petite ait été retrouvée, évidemment. Et c'est toujours un drame que de voir des enfants partir à l'aventure comme ça dans une